Donc, bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus à cette rencontre d'échange dans le cadre de la troisième édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée internationale qui a été votée à l'unanimité des 193 États membres des Nations Unies n'avait pas pour objectif d'être juste une journée de plus dans le calendrier onusien. Son objectif principal était d'ouvrir euh, une nouvelle porte pour l'humanité, pour réfléchir ensemble comment on peut véritablement réfléchir à l'échelle planétaire. Parce que les défis qui attendent l'humanité, on a besoin de réponses coordonnées et surtout à l'échelle planétaire. Donc, nous avons besoin de nouveaux outils pour réfléchir ensemble et pour agir ensemble. On a besoin d'une conscience différente qui se sent concernée par tout ce qui se passe à l'échelle mondiale avec une vision systémique, une vision complexe de la chose. Et donc, voilà pourquoi cette journée a été voulue et désirée et travaillée durant 4 ans pour arriver à cette proclamation. Et donc, ce soir, nous clôturons cette journée du 16 mai qui a été célébrée à travers le monde entier. Il y a eu des célébrations, il y a eu des chants, il y a eu des danses, il y a eu des rencontres physiques, il y a des rencontres virtuelles comme celle qu'on a vécue aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr tous ces nouveaux projets qui sont en train d'émerger, des maisons de la paix, des écoles de paix. Et dans cette dynamique-là, où on est connecté à travers le monde avec tous ces gens qui célèbrent cette même journée, on est là ensemble pour discuter avec des acteurs locaux, des acteurs internationaux qui sèment les graines d'une société renouvelée, basée sur l'altruisme, la bienveillance et aussi une économie du partage. Une économie du partage qui retrouve le sens d'une société solidaire qui fait corps ensemble. Aussi, c'est aussi la possibilité de renouveler sa vision de ce qu'est l'humain. Est-ce que l'humain, c'est une machine pensante, consommatrice de biens et de services, asservie à la religion du marché, ou est-ce que l'humain est d'abord une conscience qui lui permet de se nourrir avec des valeurs universelles. Et la première, c'est ce respect du vivant, de cette intelligence, de cette interdépendance qui nous relie à l'ensemble du vivant. Et aussi pour nous permettre de régénérer le jardin d'Éden et l'oasis de vie qui est la terre. Aussi, c'est aussi la possibilité de revoir notre vision sur la nature et sur le vivant. Est-ce qu'on va continuer à le percevoir comme une mine à ciel ouvert, ou est-ce qu'on va le considérer peut-être comme un miroir qui peut inspirer le génie humain pour réapprendre à vivre ensemble en harmonie avec cette terre? Donc voilà, donc pour clôturer cette journée du 16 mai, on a la chance d'accueillir 2 invités exceptionnels, Gunther Pauli et Patrick Busquet. Donc, soyez les bienvenus et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je prendrai quand même la peine de présenter nos 2 invités. Et donc d'abord, Gunther Pauli, qui est le fondateur de la Zero Emissions Research and Initiative et le Global Zero Network. Gunther Pauli dédie son travail à la production et la consommation en grappes d'industries inspirées des systèmes naturels. Il se consacre à la conception et à la mise en œuvre d'une société et d'industries qui répondent aux besoins des gens en utilisant ce qui est disponible localement. Concepteur de l'économie bleue, il propose un nouveau modèle économique qui allie rentabilité, plus-value sociétale et régénération des écosystèmes. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il vient de publier son dernier livre durant cette crise sanitaire, 100 questions sur 100 pages,
et qui est en accès libre. Et vous trouverez le lien dans le chat pour pouvoir le télécharger. On le surnomme le Steve Jobs du développement durable. En Amérique latine, on le surnomme le Che Guevara. Mais ces qualificatifs, à mon avis, sont réducteurs. Pour moi, c'est d'abord et surtout Gunther Pauli. Et comme tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de leur empreinte, Gunther a su renverser les concepts et les dogmes qui pèsent sur notre époque pour nous ouvrir vers de nouveaux horizons et des nouveaux champs d'application. Ensuite, nous avons avec nous aussi Patrick Busquet, qui est un journaliste français qui est spécialisé dans les relations internationales et dans les innovations sociales et sociétales. Et en 2006, il a lancé l'Infosolution, qui fut la première formalisation du journalisme de solution. Après avoir créé plusieurs agences, de presse, il dirige l'antenne nationale de la Fondation Hirondelle au Congo entre 2013 et 2017. Depuis 2019, il préside le mouvement Information pour le monde suivant, une association qui promeut l'information utile d'intérêt collectif, un traitement éditorial et médiatique, des expériences apportant des réponses évaluées aux crises et aux enjeux collectifs. À la fin de son mandat, il installe à Kinshasa l'agence éditoriale Kandindi, dont il est le conseiller. Et puis, enfin, il lance le programme Afrique Active à Abidjan pour soutenir la création d'entreprises pour la jeunesse africaine. Il vient de publier tout récemment son dernier ouvrage, Nos paroles façonnent le réel, chez l'Échappée Belle Édition. Merci vraiment à tous les deux d'être présents avec nous. Donc, non seulement nous sommes dans le contexte de la Journée internationale de vivre ensemble en paix, mais nous sommes aussi dans le cadre dans le contexte du Covid-19. Et nous venons de sortir de 2 mois de confinement, et on a vu que cette crise mondiale qui a complètement mis à l'arrêt cette grosse machine, cette société de consommation, elle a aussi mis en lumière la fragilité de notre modèle sociétal. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Retourner au business as usual ou saurons-nous transformer cette crise en une opportunité de changement salutaire pour réinventer notre monde et surtout notre vivre ensemble sur la planète Terre? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et écouter vos projets en gestation qui vont pouvoir émerger ces prochaines semaines, je souhaiterais d'abord vous entendre sur comment vous avez vécu cette parenthèse de l'histoire et quelle analyse vous en faites sur les enjeux globaux qui se dessinent. Donc, la parole est à vous, pile ou face, Patrick Busquet, Gunther Pauli. Patrick, je vous donne la parole. Merci Gunther. Bon, écoutez, je crois que nous nous trouvons dans une souffrance bienheureuse. Des faits s'imposent à nous et les options de notre situation, qui est extrêmement complexe, semblent se simplifier. En gros, ou bien nous changeons, ou bien nous disparaissons. Comme le mur de nos certitudes et de nos arrogances se fendille, jamais peut-être, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les possibilités de futur n'ont été aussi accessibles, aussi à portée de volonté, à portée de main. C'est pour cela que j'ai évoqué notre souffrance bienheureuse. Personnellement, j'évolue dans le monde des médias et plus particulièrement dans celui de l'information. La mondialisation de l'économie, la finance et les réseaux médiatiques, et puis notre entrée dans l'ère numérique, depuis une trentaine d'années, ont provoqué une confusion qui nous domine. Nous sommes sous la gouvernance majoritaire de l'image animée, qui, combinée à la vitesse de transmission, nous a projetés dans une ivresse techno-émotionnelle.
l'industrialisation médiatique du débat en flux continu n'a d'égal que l'érotisation de l'opinion que chacun et chacune d'entre nous alimentons sur les réseaux sociaux. On ne peut nier le positif que produit notre époque. Mais nous devons quand même nous inquiéter pour notre devenir sous cette couche de désordre. Car notre époque, qui aime tant à relier les gens, nous disperse de plus en plus. Je suis heureux de participer à votre table ronde et je vous en remercie, avec une personnalité aussi respectable que Gunther Pauli. Il me semble que nous partageons une similarité de trajectoire. Il a été un industriel dans l'économie qui domine encore le monde. J'ai été un journaliste de l'actualité événementielle, c'était, disons, notre époque rouge. Puis il a développé des activités d'économie verte jusqu'à se rendre compte qu'elles pouvaient ne pas être exemptes de perturber la biodiversité. Et j'ai été un journaliste immergé dans la responsabilité sociale et environnementale, dans le développement durable. Et vous l'avez dit, j'ai initié le journalisme dit de solution avant de me rendre compte qu'il se développait surtout comme un nouveau genre narratif et, hélas, moins porteur de solutions qu'il le prétend. Gunther Pauli porte désormais et avec démonstration l'économie bleue, c'est ce que j'apprécie particulièrement, et je préconise avec mes amis de l'association Information pour le monde suivant, comme avec ceux de l'agence éditoriale Kandindi à Kinshasa qui l'expérimente, le développement d'une information utile d'intérêt collectif. C'est donc notre période bleue. Parmi les enjeux prioritaires, à mon avis, il en est un. Il s'agit de fusionner désormais nos actions physiques, qu'elles soient de réparation et surtout de transformation positive du monde, avec la parole dans toutes ses expressions. Car l'action économique, par exemple, telle que Gunther Pauli l'a conduit, est une parole du monde. Et la parole dont je suis un des ouvriers, celle qui a une utilité réelle pour répondre aux enjeux collectifs, est une action sur le réel. Il s'agit donc de nous réaxer, de nous réorienter et de nous réunir. Pour cela, il nous faut, me semble-t-il, intégrer l'information aux activités des projets que nous développons pour renforcer les transformations du monde et les avancer surtout vers le meilleur, notre meilleur. J'ai fini. Ah, mais c'est extraordinaire, Patrick, et je te remercie beaucoup pour ces très belles paroles, pour cette preuve de la beauté de la langue française. Parce que non pas seulement le contenu, mais aussi la manière dont vous livrez vos paroles sont extraordinaires. Pour moi, c'est un plaisir de vous écouter pour le contenu et pour la forme de le faire. Je ne saurais jamais faire au même niveau, mais je serais content d'être votre étudiant pour apprendre mieux comment dire les choses. Après tout, je remercie beaucoup le Chir Bentounès, je remercie beaucoup les organisateurs pour me donner cette opportunité. Ce plateforme est une plateforme qui est très chère à moi. J'ai pu partager avec vous des événements à Paris, aux Pays-Bas, à Bruxelles, même en Algérie, et je crois que c'est très important qu'on partage les anecdotes. Alors pour moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment l'opportunité de passage d'un ère des anecdotes à un ère de vraie transformation. Malheureusement, les dernières 30 années, nous avons retrouvé, nous avons construit, nous avons établi, nous nous sommes forcés d'établir de très bels exemples d'extraordinaires cas concrets qui démontrent
qu'un autre monde est possible. Malheureusement, les millions d'initiatives qui furent prises dans le monde entier, ces millions d'initiatives n'ont jamais changé les statistiques. Malheureusement, les statistiques depuis le début du coronavirus sont encore pires qu'avant. Je vous rappelle le rapport des Nations Unies publié il y a deux jours seulement, qu'on estime, qu'on calcule qu'il y a 135 millions de personnes supplémentaires dans les statistiques de la faim. La faim est devenue le tueur numéro 1 du monde depuis quelques décennies, mais au lieu d'avoir 880 millions de personnes avec faim dans le monde, cette année-ci, on va compter une augmentation jusqu'à 1 milliard 130 millions. C'est-à-dire que la dure réalité, la très dure réalité, c'est que le Covid a surtout impacté le tiers-monde, le monde en développement. Et je constate que, comme j'observe la réalité en France, en Italie et en Espagne, ce sont devenus des pays en voie de sous-développement. Ce ne sont pas des pays industrialisés, ce sont des pays en voie de sous-développement. Tenons compte du fait que l'Europe, quand même, dégage un budget de 1,5 trillion d'euros par an pour la santé, et on n'est pas capable de recevoir les gens affectés par le coronavirus. On n'est pas capable d'offrir les services palliatifs aux gens qui meurent d'un virus. Et en plus, c'est la première fois, je crois, que dans l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale, que c'est l'Europe qui doit subir quand même d'une surdemande à ses services médicaux. C'est quelque chose qui passe tout le temps dans le tiers-monde. Je vous rappelle qu'il y a quand même un pandémique qui n'a jamais été déclaré pandémique, qui s'appelle dengue, qui affecte quand même 400 millions, dont 200 millions hospitalisés et dont le taux de mortalité est plusieurs fois plus élevé que le taux de coronavirus. Alors, ce que nous constatons aussi, c'est que nous n'avons jamais réussi à avoir de vaccin pour la dengue. Le dengue reste encore un tueur épouvantable dans le tiers-monde. Et chaque fois quand il y a une sécheresse, les hôpitaux dans le tiers-monde, de Philippines jusqu'au Nigeria, jusqu'au Colombie, sont débordés de demandes et on n'a rien fait pour ça. Alors nous devons quand même constater que pour la première fois, nous, les Européens, les Américains, nous sommes affectés par une mauvaise organisation qui nous affecte. Mais quelle opportunité quand même qu'on se réveille, on se réveille de la réalité autour de nous. Et je crois que c'est pour ça que je dis que la grande opportunité, c'est qu'on transforme les millions de petites initiatives avec la grande volonté dans une grande volonté de faire vraiment la transformation. Et c'est ça ce que je constate autour de moi, l'opportunité de la transformation. Chaque fois quand il y a quelqu'un meurt, c'est dur pour tout le monde. Mais c'est dur, mais c'est aussi une réalité de la vie. La vie, c'est la naissance et c'est la mort. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas l'éviter. Nous ne sommes pas éternels. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire ce que nous pourrions faire pour qu'on crée l'économie de la joie et de la santé. Et je crois que nous avons raté vraiment l'opportunité les 30 dernières années où nous nous sommes efforcés de faire une économie circulaire, une économie verte, une économie quoi qu'il soit, mais on n'a jamais mis en évidence la nécessité que nous créions cette économie de la joie. L'économie où nous sommes capables quand même d'avoir la résilience. Et je crois que ce que je vis aujourd'hui autour de moi, c'est un excès de la politique de se mêler dans la vie de chacun. Je publie aujourd'hui un article international où quand je constate quand même que la mortalité à cause
de la faim causée par les décisions politiques est 10 fois plus élevée que la mortalité du coronavirus. C'est-à-dire qu'on passe des impacts inattendus à quand même un effet collatéral, des dommages collatéraux. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a des dommages collatéraux en époque de paix. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je crois que grâce à cette réalisation que le modèle d'avant ne fonctionne plus, ni pour la santé, ni pour le social, ni pour la concurrence, eh bien, nous nous préparons pour ce que j'appelle la résilience au lieu de l'efficacité. Merci beaucoup, Gunther. Mais vous venez de citer ces statistiques et je me pose vraiment la question, où avons-nous raté la coche? Ou comme dirait Archimède, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Alors, quel levier pour que cette nouvelle économie elle puisse vraiment changer la donne au niveau des statistiques? C'est évident, nous étions dans un monde omnibulé. On vivait dans une bulle d'air oxygénée et nous n'avons pas eu la possibilité de nous identifier les grandes opportunités autour de nous. Cette société de consommation, cette société de la concurrence à vie pour pouvoir mettre sur le marché le produit, le meilleur marché, parce que la concurrence, c'est d'être le meilleur marché. Et pour devenir le meilleur marché, eh bien, il faut éliminer le social et l'écologie. Sinon, vous n'arrivez jamais à être le meilleur marché. Dans ce monde-là, nous avons maintenant cette extraordinaire opportunité de faire la découverte des opportunités. Et je crois que le premier pas que je souhaite suggérer à tout le monde, c'est de faire la découverte des opportunités. Quand vous êtes en crise, quand ça va mal, soit vous vous laissez traiter comme des gens qui ont perdu la foi dans la vie, soit vous vous levez et vous imaginez, grâce à votre créativité et votre esprit d'entrepreneuriat, vous passez à l'action tout en connaissant un portefeuille d'opportunités. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pour ça que Patrick, j'apprécie tant ton travail de trouver les solutions. Il faut parler des solutions et du concret. Arrêtons de prêcher aux gens, quand même mobilisons les gens. Et je crois que le plus grande erreur que la politique a fait récemment, c'est que pour la première fois dans l'histoire aussi, on fait la guerre contre un virus. Mais on fait la guerre en démobilisant tout le monde. Quand on fait la guerre, il faut mobiliser tout le monde. Vous savez que c'est quand même incroyable. Quand le général de Gaulle est débarqué en Angleterre, il a lancé l'appel aux Français de démarrer le maquis. Eh bien, immédiatement, les pêcheurs de l'île de Sein sont partis pour l'Angleterre. On fait l'action, on mobilise. Mais la politique d'aujourd'hui a souhaité démobiliser tout le monde, immobiliser tout le monde à la maison. Et je crois que bon, on nous a imposé une époque de méditation et de réflexion, mais je crois que l'heure est arrivée de vraiment étaler les opportunités et de passer à l'action et la mobilisation des gens pour le bien commun. Tu souhaites rebondir, Patrick? Ben, je remercie Gunther d'apporter des éléments, de partager des éléments comme ceux qu'il a partagés sur la dengue. On pourrait étendre ça à la mortalité infantile. Bref, il y a des tas de statistiques dramatiques qui démontrent parfaitement, s'il y en avait besoin, ce qu'il vient de dire, la situation. La situation que j'ai décrite en ouverture, elle a aussi deux conséquences, à mon avis. L'une, c'est la perte de confiance en nous-mêmes et en l'avenir. Et deux, c'est la perte de discernement sur les situations. En fait,
on est victime, nous sommes nos propres victimes d'avoir faussé nos propres regards et nos propres perceptions. Malheureusement pour nous en ce moment, c'est que ces deux constats convergent avec un troisième. Et c'est celui d'enjeux collectifs qui nous pressent de plus en plus violemment. Je veux évoquer la santé, voilà, je veux évoquer l'alimentation, l'eau, le foncier et l'habitat, ce triptyque-là, la nature, la sécurité et la paix, mais aussi l'éducation ou la recherche scientifique et les applications technologiques, pour ne citer que ça. Ce sont des enjeux collectifs et l'humanité que nous sommes, aucun pays individuellement ne pourra répondre à ces enjeux. Par lui-même, aucun. Et donc, avec notre planète qui est tissée de réseaux de toutes parts, essayons de voir le positif de cette situation technologique. Je veux dire par là que ces réseaux nous ont permis de nous rendre compte que de la dimension collective de notre existence. Et peut-être que c'est un élément subversif encore peu perçu, mais qui peut contrecarrer cette dérive depuis plus de 200 ans vers un individualisme, pour ne pas dire un égoïsme ravageur. Dans cette prise de conscience, il en est une, c'est que l'information elle-même est un enjeu d'intérêt collectif. Et c'est un enjeu majeur. Voilà, et particulièrement pour les innovations qui sont respectueuses de l'humanité et qui apportent de l'humanité à l'humanité. L'économie bleue, par exemple. Il y en a d'autres, mais l'économie bleue est une approche très avant-gardiste et innovante. Or, comme l'a dit Gunther, il y a beaucoup d'expériences. Elles sont nombreuses dans le monde. Paradoxalement, elles n'ont pas dans notre conscience une place en rapport avec leur nombre. Et elles restent peu connues. Et c'est là que l'information peut jouer un rôle constructif. Je m'explique. Elle peut devenir un liant entre toutes ces innovations et ces expériences, et donc les renforcer. Deuxièmement, elle peut les faire connaître davantage, et les faisant connaître davantage, produire une sorte de coaching collectif, très constructif, en faisant valoir d'une part qu'elles existent en nombre, je l'ai déjà dit, et qu'elles ne sont pas isolées. Et troisièmement, l'information peut mettre à disposition du public ces expériences-là pour activer et vivifier la société civile, les sociétés civiles. Car il faudra bien que les sociétés civiles, au-delà des affichages, au-delà du déclaratif, qu'elles produisent de façon opportune, la plupart du temps, que ces sociétés civiles prennent leurs responsabilités. Vraiment leurs responsabilités en termes d'action. Voilà. Concernant ce type d'information, il faut aussi reconnaître qu'une information narrative ne suffit pas. Il faut créer, inventer un nouvel espace informationnel avec une approche d'évaluation, de contextualisation, d'explication précise. C'est ça l'information utile d'intérêt collectif que j'évoquais au début de notre table ronde et que propose l'association Information pour le monde suivant. C'est-à-dire une information sur un sujet, une expérience, qui répond à un besoin nécessaire à la vie de tous et de toutes, mais qui fournit les clés détaillées de l'action à quiconque voudrait s'en saisir ou voudra s'en saisir pour résoudre dans son champ personnel d'évolution, d'interaction, d'influence, la part de l'enjeu collectif qui se développe dans sa sphère. Voilà. Et ce type d'information n'est pas simplement une information narrative, c'est une information qui est charpentée très différemment de l'information qui domine encore les médias et qui domine aussi nos échanges. Merci beaucoup, Patrick. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu majeur qui se dessine aujourd'hui à partir de cette crise. Y cuando pasa, tengo que reiniciar todo. Pero funciona muy bien, Ya hacerlo matemáticamente, la mejor señal para acá. Attendez, un petit C'est un souci. désastre. Voilà. Donc, je disais qu'il y avait vraiment l'enjeu
qui se dessine globalement aujourd'hui, c'est véritablement la relocalisation de nos systèmes de production. Et du coup, là, je tends la perche à Gunther Pauli pour voir avec lui, à travers son concept d'économie bleue, comment est-ce qu'il procède pour relocaliser ces systèmes de production en répondant aux besoins essentiels de l'humanité et aussi en utilisant ce qui est local. Donc, Gunther Pauli, la parole est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, parce que mon écran est congelé et je ne vois plus rien, mais je vous écoute. Alors, je suis désolé pour la situation de la mauvaise connexion, mais si vous m'écoutez, je suis content. La voix est plus importante que le visage. Eh bien, quand j'ai été appelé par le Premier ministre italien et quand il me pose... Tac. On a un petit souci avec Gunther. Alors, en attendant que Gunther nous revienne, je pense qu'elle a été déconnectée. En attendant qu'il revienne, je pense qu'avec toi, Patrick, c'est important que tu puisses aussi donner le cadre de tout ce que tu as pu théoriser ces dernières années et que tu as pu expérimenter à travers l'information événementielle et ta grille de lecture sur l'évaluation des solutions. Eh bien, quand nous proposons... Ah, ben Gunther est là, peut-être on va lui laisser la parole pour qu'il continue. Mais je suis désolé à tous et toutes pour ces inconvénients. Je suis dans le tiers-monde et la connexion n'est pas idéale. En tout cas, quand on me demanda de l'Italie, comment est-ce qu'on va relancer l'économie? Alors, il faut s'inspirer dans la nature. La nature a des réponses immédiates. Quand il y a un grand feu qui est passé, quelles sont les plantes qui brottent avant les autres? Quels sont les animaux qui reviennent avant les autres? Et je crois que ce que nous avons besoin, c'est de nous poser la question, quelles sont les forces de la nature qui nous permettent de relancer notre économie locale pour répondre aux besoins de base de tout le monde. De tout le monde, ça veut dire être humain et la nature. Parce que si on ne répond aux besoins que des êtres humains, on n'arrivera jamais à avoir un environnement de résilience. La résilience dépend avant tout de notre harmonie avec la nature et l'harmonie au niveau social. Alors, dans cette situation, je posa immédiatement au Premier ministre italien la question: combien de gens croyez-vous qu'on pourrait avoir pour faire pousser des champignons dans le Marc Café? Il a dit: Gunther, mais tu m'en as parlé, il y a un cas concret à Bologne. Je dis: je pourrais démarrer avec minimum 3000 employés en Italie seulement en prenant le Marc Café des Italiens qu'ils consomment à la maison et je fais pousser des champignons et en 2 semaines, on fait la première récolte. Il a dit: c'est pas vrai. Je lui dis: mais c'est le problème. Si vous croyez que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut laisser la liberté à l'état d'esprit des gens de s'imaginer des solutions qui paraissent pour vous hors du commun. Mais pour chaque biologiste qui connaît l'opportunité de transformer des fibres en champignons, il peut démarrer immédiatement. Et je crois que c'est là où nous avons besoin de nous poser la question: comment pourrions-nous démarrer aujourd'hui, même pas demain? Et il faut travailler avec ce qu'on a localement disponible. C'est la résilience de l'économie. Par après, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, une fois qu'on a réussi à relancer l'économie avec des dizaines, des centaines, voire des milliers d'initiatives de tous et toutes à petite échelle, on va avoir ce que l'économiste appelle un effet multiplicateur. J'ai horreur de l'idée de l'Union européenne de pomper encore des milliards dans des économies. À qui et à comment? Si vous pompez l'argent dans l'économie,
et vous n'avez pas les initiatives productives sur le terrain, eh bien, vous n'avez pas une économie qui redémarre. L'avantage que nous avons, c'est que la périphérie de notre économie, les régions où les jeunes ne croyaient pas qu'il y avait de futur, eh bien, c'est dès de la périphérie qu'on va redémarrer l'économie locale, avec ce qui est localement disponible. Et c'est évident que moi, je pose toujours la question, avec quoi est-ce qu'on démarre? Eh bien, je suis désolé, il prend 2 ans pour une vache d'avoir un bébé. Alors, je ne démarre pas avec la vache, parce que la vache prend tout le temps. Dans la force de la nature, il y a par exemple les microalgues. Vous savez que les Français sont des grands consommateurs des microalgues, mais 87% de tous les microalgues comme spiruline, chlorelle, que les Français consomment, sont importés du Mexique et des États-Unis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez tout pour le cultiver vous-même. Je vous donne un autre cas. Si nous avons besoin de savon et des produits de nettoyage, eh bien, il faut prendre les peaux des oranges pour en faire un vinaigre et vous avez un produit extraordinaire pour nettoyer toutes les toilettes et les cuisines. Vous avez le jus de fruits frais le matin, 10 jours après, vous avez le vinaigre. Mesdames et messieurs, c'est comme ça, des petites initiatives qui nous permettent de nous relancer et de nous remettre dans notre esprit comme entrepreneurs pour le bien commun. Vous savez qu'un enfant qui se lève le matin ne se pose jamais des questions scientifiques, il ne fait jamais faire des études de feasibility. Un enfant qui se lève le matin souhaite faire quelque chose, souhaite jouer. Et s'il n'y a pas de jouet, l'enfant invente les jouets. C'est la force que nous devons réveiller au sein de notre être spirituel, être créatif, être constructif. Alors, le redémarrage doit aussi, dans ce monde de la digitalisation, se pencher sur les nouvelles technologies de la digitalisation. Il est impossible qu'on continue à penser que l'Internet que nous avons aujourd'hui et les systèmes de communication d'aujourd'hui, c'est la meilleure chose. Nous sommes encore dans une époque de Néandertal. Nous sommes encore à l'époque vraiment du vrai démarrage de cette société de la digitalisation. On n'est nulle part. Et je propose qu'on fait le saut en avant. Je suis ici en Colombie. Mesdames et messieurs, les écoles sont fermées jusqu'à septembre. On a confiné quand même 3/4 des enfants du monde dans des maisons où ce ne sont pas des maisons, ce sont des bidonvilles. Et on a confiné les enfants là-dedans. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'éducation ? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'éducation? Alors, je constate, et nous avons fait le sondage ici en Colombie, que seulement 6% des enfants ont accès en Colombie à le service de Zoom, le service de la vidéoconférence dont nous bénéficions à cet instant. 6%. Et de ces 6%, dans les gens les plus pauvres, il n'y a personne qui peut se permettre l'éducation par télévision, ni par téléphone, ni par vidéoconférence. Mesdames et messieurs, nous avons confiné les enfants à la maison et à cause de ce fait, et Patrick, tu as déjà fait allusion à ça, nous avons un grave problème de mentalité et de démobilisation des jeunes. Je crois que là, nous avons besoin d'une nouvelle technologie qui est une technologie française et qui s'appelle le LiFi. L'Internet par lumière. Si vous avez une petite lampe chez vous, vous avez un câble de cuivre qui vous connecte sur les réseaux, eh bien, mesdames et messieurs, vous avez l'Internet. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur des radio-ondes? Pourquoi on insiste sur une technologie qui fut inventée il y a 30 ans en imitant le four de micro-ondes à la cuisine? Mesdames et messieurs, quand même, l'innovation que nous avons devant nous est une innovation que chaque personne qui a une petite lampe pourrait se connecter avec l'Internet. Et c'est vraiment la démocratisation de l'Internet dont nous avons besoin.
Je peux vous entretenir pendant des heures à propos des portefeuilles d'initiatives qu'on peut prendre, mais c'est avant tout les besoins de base. C'est la santé, comme avec le vinaigre naturel qu'on peut faire à la maison. C'est la nourriture, comme avec les champignons. C'est évidemment la communication et l'énergie. C'est évidemment votre hébergement, l'air fraîche. Et c'est pour ça que moi, j'ai proposé, en blaguant, parce qu'on n'a pas réagi ni accepté ma proposition. Mais vous savez, ici en Colombie, quand une personne pauvre, une femme de ménage qui ne peut plus ni cuisiner, ni laver, ni gagner son argent, si elle a besoin d'un peu d'argent, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle peut rien faire. En plus, si elle tente de sortir de sa maison, on lui donne une amende qui équivaut 2 salaires minimum. 2 salaires minimum. Ça veut dire que la pauvreté est forcée de rester à la maison. J'ai proposé qu'il faut imposer des amendes aux gens qui ne sortent pas, qui ne s'exposent pas au soleil et qui ne se bougent pas pour être en bonne santé. Mesdames et messieurs, je crois que la grande révolution dont nous avons besoin, c'est effectivement cette opportunité d'identifier ce qu'on a localement disponible et qu'on tâche de créer des plus-values. L'économie ne tourne pas bien parce qu'on est le meilleur marché. L'économie tourne bien parce qu'on crée des plus-values. Les plus-values, c'est le moteur de l'économie. Et quand vous avez quelque chose qui est considéré comme rien et vous êtes capable d'en faire quelque chose, vous créez une plus-value dans votre société et votre communauté. Je vous donne un exemple, ce qu'on travaille en Italie avec le chardon. Alors, le chardon est considéré comme une mauvaise herbe. En plus, l'Europe impose aux agriculteurs d'arroser le chardon avec des glyphosates. Parce qu'on le trouve que le chardon est un produit dangereux, c'est une peste qu'il faut éliminer. Eh bien, après 40 années d'application de glyphosate, le chardon est encore là. Alors, respectons la force de la nature. Cette plante est là pour quand même redresser la pauvreté de nutriments dans cette terre. Et grâce à cette plante pérennielle, on est capable de récupérer des terrains qui sont bourrés de nitrates parce qu'on a arrosé trop d'excréments de cochons là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, dans cette condition, qu'est-ce qu'on fait avec le chardon? Eh bien, je suis très content de pouvoir partager avec vous que nos 5 usines que nous avons en Italie qui travaillent avec le chardon, on a fait un record de production et record de vente. Pourquoi? Parce que tout le monde s'arrête, les chardons poussent. Les chardons poussent comme des chardons, comme des mauvaises herbes. Et on a une productivité grâce à la nature. La nature nous donne. Et en plus, nous sommes prêts de lancer une revanche au glyphosate. Parce que le chardon a des composants qui substituent les glyphosates. Mesdames et messieurs, si pour moi, je prends un symbole de la nature dans l'écosystème européen, c'est bien le chardon. Le chardon nous donne une explication très simple. Et seulement 2 mois d'inactivité de l'être humain en Italie, avec un confinement presque absolu, eh bien, les chardons ont repris les champs. Quelle opportunité pour en tirer sa huile, quelle opportunité d'en tirer sa capacité d'être, cette force d'être un herbicide afin que nous puissions travailler avec beaucoup plus de résilience. Je crois que si on parle des marques café, on parle chardon, on parle des oranges, je crois que nous devons aussi revenir à notre définition verte qu'on a de la santé. Pour nous, pendant 50 années, ça a été la certification bio. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites que vous êtes certifié? Vous dites que vous n'avez pas utilisé des pesticides, pas utilisé des engrais, pas utilisé des herbicides et que vous n'êtes pas OGM. Mais qu'est-ce que vous faites?
Ce n'est pas assez de me dire ce que vous ne faites pas, il faut dire ce que vous faites. Et pour moi, il est important de redéfinir aussi les prix pour les fruits et légumes. Aujourd'hui, on achète encore les pommes de terre et les pommes et les poires par kilo. Il faudrait les acheter par nutriments, parce que beaucoup de ce que nous avons, il n'y a pas vraiment de nutriments de qualité là-dedans. Une pomme que vous mangez aujourd'hui, qui est cultivée industriellement avec des OGM, n'a que 5% des nutriments que les pommes avaient il y a 50 ans. Alors, si les pommes n'ont plus les nutriments, à quoi ça sert de les acheter par kilo? Il faut les acheter par nutriments. Et je crois que nous avons besoin, un, de ces portefeuilles d'opportunités, deux, il faut avoir un encadrement de normes et de régulations qui dévoilent l'opportunité que nous avons devant nous, au lieu de nous obliger de payer pour de simples certifications. Eh bien, je crois que cette petite introduction suffit pour entrer dans le débat. Ah, parfait. Justement, je donne la parole à Patrick justement pour réfléchir maintenant qu'il a exposé un certain nombre de projets dans son portefeuille. Comment est-ce qu'on peut mettre la lumière autour de ces différents projets pour les rendre accessibles à la société? Bon, à mon avis, il y a une part qui incombe aux acteurs. Je veux dire par là à ceux qui créent des réponses sur des enjeux collectifs. Et il y a une autre part qui a trait au traitement de l'information, c'est-à-dire à ce qu'on fabrique comme connaissance et que l'on partage. Alors, pour essayer d'expliciter le premier point, je m'appuie sur ce que vient de dire Gunther relatif aux certifications ou aux labels. Voilà. Qui en fait ont une forme de parole inversée, c'est-à-dire on valorise ce qu'on ne fait pas au détriment on valorise ce que l'on fait. Je crois que les acteurs devraient intégrer l'information à leur projet et qu'ils devraient construire cette information dès le lancement de leur projet. Pourquoi dis-je cela? Parce que lorsque quelqu'un crée une activité, une entreprise, on le comprend, il est très mobilisé par son projet, il a beaucoup de pression pour le porter, et donc il a tendance à se consacrer totalement à son activité. Et puis, passe 2 ans et 3 ans, quand l'activité est non pas complètement stabilisée, mais qu'elle fait voir qu'elle peut durer, il est fréquent que l'acteur se tourne alors vers une nécessité de communiquer sur le projet. Et il se tourne vers les médias. Et à ce moment-là, si l'acteur a des articles de presse, il est presque toujours déçu. Presque toujours déçu. Et donc, il va nourrir une forme de lecture de l'activité médiatique, elle aussi négative. Il ne va pas se retrouver dans les articles qu'on va lui consacrer ou qu'on va consacrer à son expérience. Et je crois qu'il faut que les acteurs comprennent quelque chose, c'est que c'est lié au décalage qu'ils ont induit en n'incluant pas l'information sur leur propre activité dès le départ. Quand on développe un projet, on développe une activité aussi, c'est pas une activité, mais c'est une nécessité de comptabilité ou de gestion du personnel, que sais-je encore. Eh bien, il faut, chacun fait comme il veut, mais je suis persuadé que si les acteurs porteurs d'innovation intégraient l'information comme une activité dès le départ du projet, le décalage qu'il y a entre ceux qui se consacrent à faire de la parole publique et donc qui à un moment donné peuvent relater une expérience ou un projet et les acteurs de projet eux-mêmes serait considérablement réduit et il y aurait un effet vertueux qui serait le suivant, c'est que si l'acteur, dès le départ, confie son idée, son projet et associe l'acteur médiatique à son projet, ne serait-ce qu'en l'informant régulièrement, alors ces deux-là, l'acteur qui développe l'initiative et l'acteur médiatique qui interviendra plus tard, évolueront néanmoins dans le même temps en rapport avec l'initiative. Et au jour où il faudra délivrer une connaissance de cette expérience, eh bien l'acteur qui aura développé l'initiative sera extraordinairement surpris par la qualité du récit qui sera fait
de l'expérience qu'il aura lui-même développée. Je n'invente pas ça théoriquement, je l'ai éprouvé. Dans certaines, je l'ai vu quelques fois, et c'est une façon de dire que dans notre monde compliqué dans lequel nous sommes, eh bien, il faut savoir faire alliance avec les outils qui sont les nôtres. Günther a parlé de la digitalisation, des connaissances, de l'économie. C'est cette même veine. Il y a un outil médiatique aujourd'hui. C'est un outil aussi important que la finance dans le monde, pas en termes financiers, en termes de globalisation du monde, en termes de partage. Eh bien, nous ne sommes pas encore assez cultivés, assez expérimentés, assez en confiance avec nous-mêmes pour utiliser cet outil comme il peut l'être. Humainement, au sein des médias qui sont dans des situations difficiles, il y a des gens très respectables qui n'attendent que ça. Je veux dire par là que il appartient aux acteurs économiques, pour ne citer que cela, mais je pourrais aussi citer les acteurs culturels, les acteurs de tout type, de tous ordres, il appartient à ces acteurs d'établir une relation de confiance avec les acteurs médiatiques pour que les acteurs médiatiques aillent, sans s'en rendre compte, vers la citoyenneté, alors qu'ils en sont aujourd'hui très éloignés. Je veux dire, pour continuer, ensuite, c'est comme ça que nous allons aussi rectifier quelque chose en termes de communication. Aujourd'hui, l'information, c'est-à-dire dans cette connaissance vertueuse que nous pouvons partager, a été complètement encapsulée par la communication. Quand vous prenez votre JT du soir, ben finalement, ce sont les mêmes règles marketing que le storytelling. Finalement, voilà. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est très bien, c'est comme ça. Je crois qu'il nous appartient aussi de rectifier ça, de faire qu'en sorte que le monde que nous construisons, que nous souhaitons, que nous désirons, que nous voulons ou que nous affirmons vouloir, que ce monde-là soit porté par une communication qui soit de l'information. La véritable communication du monde à venir, du monde suivant, c'est-à-dire celui que nous faisons tous les jours par nos choix, eh bien, c'est l'information. Ce n'est pas la communication telle que nous l'avons apprise depuis 70 ans. Parce que cette communication que nous avons apprise depuis 70 ans, elle est formatée par le marketing. Je comprends très bien le marketing. Toute activité humaine a besoin de marché, etc. Je n'ai rien contre ça. Ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est la confusion qui s'est installée au point que, quand nous parlons d'information, en fait, nous sommes dans la communication. Voilà. Et je termine en disant que cette information utile, répondant à des enjeux collectifs, valorisant des expériences qui sont développées pour répondre à ces enjeux collectifs, cette information est un facteur d'apaisement des sociétés. Elle valorise l'action de mieux-être, disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Ce qu'a évoqué Günther, c'est de l'action de mieux-être pour tout le monde, ou en tout cas pour le plus grand nombre. Eh bien, n'oublions pas une chose, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est que c'est l'action qui unit les hommes. C'est l'action qui unit les hommes. Et cette information, par la démonstration et par l'évaluation, est une source et un agent d'apaisement des sociétés. Ça nous relie à la journée internationale du vivre ensemble en paix dans lequel nous sommes. Ensuite, j'ai évoqué un deuxième terme qui, celui-là, appartient, un deuxième défi qui, celui-là, appartient à celles et ceux d'entre nous qui ont en charge de fabriquer l'information. Ça, si vous voulez, aujourd'hui, l'information qui domine le monde, qui domine nos cerveaux, c'est une information événementielle, c'est-à-dire elle participe d'un état d'esprit qu'on enseigne encore dans nos écoles, qui est la relation d'événement. C'est quoi un événement? Bon, c'est un élément de rupture. Je vais caricaturer. Le pont que l'on construit entre deux versants d'une vallée n'est pas un événement. Mais le pont que l'on avait construit et qui s'effondre est un événement. Voilà. Voilà, bon, bref, c'est comme ça. Donc, on a une forme de connaissance partagée qui est plutôt partagée sur des choses conflictuelles, plutôt négatives, plutôt participant des tensions de force entre nous, etc. Il ne s'agit pas de nier ça. C'est une part de l'humanité au demeurant très importante et peut-être nécessaire aussi, ces tensions-là, pour avancer. Mais la forme de restitution médiatique que nous faisons de notre monde, elle est complètement hyper développée de ce côté-là, au détriment du reste. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nécessité de réorientation, de recentrage. Donc,
l'information que nous préconisons avec l'Association pour l'information pour le monde suivant, cette information utile, d'intérêt collectif, elle ne répond pas à des questions dont on fabrique des histoires. Elle répond à des champs, et au risque d'être un peu long, si vous le permettez, je vais vous les citer. Le premier champ, c'est de dire l'enjeu, le besoin et le contexte d'une initiative, d'une expérience. C'est-à-dire que pour partager avec l'ami Günther, je lui dirais, bon, BT Champignons, voyons, ça répond à quel enjeu, quels sont les besoins qui sont identifiés dans cet enjeu, et puis ça se passe où, dans quel endroit de l'Italie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un même enjeu collectif qui touche plusieurs continents, mais il y a des singularités qui sont liées au lieu. Alors peut-être que ça vaudrait le coup. On ne peut pas aborder l'universalité dont on rêve sans passer par la case singularité. Donc contexte, contextualisation. Le deuxième champ, c'est la présentation de la méthode, de la réponse, de la méthode et de ses objectifs. La réponse, Günther va me dire, bah, écoute, tu vois, il y avait par exemple en Espagne des caves dans lesquelles des bodegas dans lesquelles on faisait le vin, elles sont abandonnées, moi je les utilise et je fais des champignonnières. Très bien. OK. Voilà, ça c'est la réponse. Quelle est la méthode que tu prends? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, il va me dire, voilà, nous, on fonctionne comme ça. On met du terreau, on met du fumier. Par-dessus, on met du marc de café. On s'alimente avec Starbucks à Saragosse. On va chercher. Il faut que cette réponse soit très détaillée. Parce que mieux sera détaillée cette réponse, plus elle sera mise à disposition des gens qui vont lire, des gens qui vont connaître. Et peut-être parmi ces gens-là, s'en trouvera-t-il qui se diront, mais bon Dieu, moi j'ai 3 champignonnières que j'ai fermées, mon père l'a fermée il y a 60 ans, j'en fais rien du tout, ou j'ai des grottes du côté de la Touraine, j'en fais rien du tout, je pourrais en faire une activité. Je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça. Et par rapport à cet enjeu, cette réponse et à cette méthode, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est pas de nourrir la planète. Mais les objectifs, c'est de nourrir dans une partie de tel endroit, et tel endroit, et tel endroit, sur tel marché, en fonction de transport ou pas, etc., etc., etc. Quels sont les objectifs? Troisième champ, présenter les acteurs, les partenaires, le financement. Dans l'information conventionnelle, on commence toujours ou presque par les acteurs. Les innovations, elles sont traitées par l'hyper-personnalisation. On va dire, oh, Günther, c'est un mec génial, il fait des choses géniales, etc., etc. C'est certainement vrai, mais ce n'est pas suffisant si on veut développer une information qui est un intérêt collectif. Parce que ce qui importe plus que Günther, avec tout le respect et l'estime que l'on a pour lui, c'est l'action et les résultats de l'action qu'il produit. C'est ça qui donne une dimension collective. Donc nous, dans l'information utile d'intérêt collectif, c'est un troisième champ. On présente l'acteur, mais l'acteur, il est au service de son action. Et dans l'information conventionnelle, on hyper-présente l'acteur. Il y a une hyper-personnalisation des acteurs. Regardez comme aujourd'hui on emploie le terme de héros. Le mec, il a fait une scope, il est héros. Le gars, il a fait... Je ne dis pas qu'il n'est pas un héros. Peut-être l'est-il. Mais si on dit qu'il est un héros, allons chercher sur quoi se fonde son héroïsme, c'est-à-dire son action. Donc les acteurs, les partenaires. C'est très important de connaître les partenaires. On ne fait rien tout seul. C'est une illusion de notre monde que de penser qu'un tel a fait quelque chose. Un tel a fait quelque chose avec combien d'autres? Et avec quels autres? C'est surprenant de voir les gens qui nous aident. Sans aide à titre personnel et tout à fait microscopique. Si je n'avais pas eu l'aide d'une quinzaine de personnes depuis une vingtaine d'années, je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait, qui n'est pas grand-chose, mais je n'aurais rien fait. Et c'est des gens qui sont parfois très éloignés de moi qui ont fait ça. Parce qu'ils ont une conscience éclairée qui converge à un moment donné avec ce que vous proposez. Les partenaires. Et l'autre terme, les financements. C'est capital de mettre en lumière comment une action est financée. Pourquoi? Parce que si une action, par exemple, se développe dans le cadre d'une collectivité territoriale, ce qui est très très positif, elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes et aux mêmes enjeux qu'une action qui se développe dans le cadre de l'univers marchand et concurrentiel. Si une action se développe, par exemple, avec le financement d'un grand groupe industriel, ce qui se trouve beaucoup, il y a beaucoup d'innovations sociales qui sont financées par des groupes industriels, eh bien, il est important de savoir, par exemple, d'où vient le financement. Et quand on observe souvent que le financement d'une action à vocation sociale ou sociétale d'un grand groupe vient d'un budget
de communication, il y a quelque chose qui ne sera jamais dit, mais c'est que cette action, elle est moins soumise à des obligations de résultat qu'à des obligations de communication. Et donc, ça explique pourquoi vous avez, au fil des années, des actions dont on parle beaucoup médiatiquement et qui n'ont pas les résultats obligatoirement en rapport. Parce que le financeur n'attend pas un résultat obligatoire de l'action elle-même par rapport à son objet. Il attend un résultat de communication par rapport à lui. Et ça, c'est très important en termes de développement. Dernier terme, produire les résultats de l'action. Ça, c'est relativement facile. C'est par rapport aux objectifs, mais les produire sur la durée. Beaucoup d'actions sont objets d'articles de presse au moment où elles se créent. Et donc, on affiche un résultat par anticipation. On crée une action, on dit ça répond à tel besoin, c'est parfait, etc. Et ça va faire telle chose. Et comme les salles de rédaction suivent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, très très peu l'existence des sujets dont ils parlent, on pense que telle action a fait telle chose. Peut-être l'a-t-elle fait, mais peut-être ne l'a-t-elle jamais le fait. Et très souvent, elle n'a pas atteint ce résultat. C'est pour ça qu'il faut lisser les résultats sur un minimum de 3 ans pour avoir un peu le sérieux réel de l'action. Et enfin, la dernière chose, c'est l'étude d'impact. Et l'étude d'impact, c'est capital, l'étude d'impact, parce que ça mesure la transformation d'une action sur le milieu dans lequel elle a été produite et dans lequel elle s'est développée. Bref, c'est cette étude d'impact qui fait lien et qui boucle avec ce qui est au départ la raison d'être de l'action, c'est-à-dire l'enjeu et le besoin. Voilà. Je suis désolé, j'étais un petit peu loin. Et c'est ça, à mon avis, l'information utile d'intérêt collectif. Et c'est à compter de ce moment-là où on aura fait la jonction, la fusion sans confusion entre, pour parler d'économie, l'innovation, l'action économique et l'action d'information intégrée à l'action économique, mais comme une information, pas comme une communication, que l'effet potentialisateur et bénéfique pour l'action économique jouera et la mise à disposition de cette expérience permettra une démultiplication de cette expérience ou peut-être un élargissement du marché, ce qui revient à la même chose. Excusez-moi, j'ai été trop long. Merci beaucoup, Patrick, parce que tu nous permets de sortir de l'angélisme qu'on peut avoir face à certaines initiatives. Et ça nous ramène les pieds sur terre. Et pour ça, pour aller dans le concret des choses, on va maintenant écouter le projet de Gunther qui va émerger dans les prochaines semaines sur sa tournée en France pour la Super France, pour redynamiser l'économie par la périphérie. Où est-ce que ça en est et qu'est-ce que vous souhaitez, quelle est votre vision et quels sont vos objectifs dans ce projet? Ah, mais je te remercie beaucoup pour cette question. Bien entendu, c'est un projet qui est en pleine construction et je suis très content de pouvoir vous raconter un peu la petite histoire. Un jour, je reçois un tweet direct, un message direct sur Twitter de quelqu'un que je ne connais pas qui me dit Vous m'entendez encore? Oui, on t'entend. Vous m'entendez encore? Oui, on t'entend. Ok. Alors, est-ce qu'il va pouvoir se reconnecter? Bon. Alors, en attendant qu'il revienne, peut-être que tu peux nous dire 2 mots, Patrick, sur le manifeste ou sur ton initiative pour l'information pour le monde suivant. La création de l'association pour le monde suivant remonte à 2018. Alors, elle n'est pas que de mon fait. Il y a beaucoup d'amis là-dedans, mais il y a des gens qui viennent surtout de divers horizons. Il y a des journalistes, vous avez des gens comme François Scheller ou Didier Pourquerie, par exemple, ou Louise Bartley et tout ça, mais vous avez aussi des responsables d'ONG.
Yasmine Seguirat, etc. Vous avez des responsables de développement, comme Daniel Kamelgarn, et aussi des responsables d'entreprise. Et donc, c'est une initiative qui fait converger certaines parties de la société civile autour d'un enjeu qui est l'enjeu de l'information. Et ce mouvement-là, qui est un mouvement tout à fait embryonnaire aujourd'hui, nous entendons, nous souhaitons l'élargir de façon à en faire un mouvement le plus large possible dans la société et de façon à créer, bon, acceptez le terme comme je vous le dis, de façon à créer une sorte de lobby citoyen. Voilà. De gens qui, quel que soit leur parti et leur modalité d'action, je te laisse la parole, Gunther, se disent, ben, écoutez, on ne peut pas faire le monde suivant, sans information. Et donc, si j'ai présenté ce concept d'information utile, d'intérêt collectif, c'est vraiment pour faire suite à ce que je ne renie pas d'ailleurs, qui est l'information que l'on présente comme de solution, mais qui n'en est pas beaucoup, malheureusement, qui est surtout un récit du monde, un peu réinitialisé. Tel que je l'ai décrit, telle information, ça propose de la mesure, de l'évaluation, on sait de quoi on parle. Et donc, de ce point de vue-là, cette information, elle n'est plus événementielle, elle devient avénementielle, c'est-à-dire qu'elle annonce quelque chose qui arrive, qui rentre dans le système dans lequel nous sommes. Et comme ça, on a une lecture un peu plus fine et un peu plus exacte du réel. Si je reprends les exemples des champignonnières de Günther Pauli, on va parler de quantités qui vont être produites, on peut faire vivre combien de personnes, on va parler de calories, que sais-je encore. On va peut-être parler d'eau utilisée ou pas utilisée, etc., etc. On va parler de vertus, de défauts, tout ce que l'on veut. Mais ça dit un monde plus réel. Pourquoi je dis ça? Je termine, je laisse la parole à Günther Pauli. Parce que très souvent, dans l'innovation sociale et sociétale, qu'elle soit économique ou d'autre ordre, on oublie de dire une chose, c'est qu'il y a un taux de mortalité considérable de mortalité, et supérieur au monde économique, comment je vais dire, conventionnel, celui qui domine. Alors, je ne tire pas dessus les porteurs de projets parce que l'affaire est difficile tout de même. On le sait, quand on essaye d'installer des choses, c'est très difficile. Mais ce taux de mortalité considérable devrait nous interpeller. Parce que finalement, on se dit, quand on limite une création d'activité à une histoire, on est content. Quelque part, quand le lecteur lit ça, il dit « Ah, ben tiens, ça c'est un truc pour fournir du travail aux femmes qui sortent de prison ou aux femmes en situation délicate. » Et alors, tout d'un coup, on pense qu'on a résolu la question. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, si on n'a pas une mesure d'évaluation dans l'information, de quoi parle-t-on? Et ça a comme conséquence aussi que dans le débat public, on dit n'importe quoi. Et donc, comme on n'appuie pas nos propos sur des faits avérés, suffisamment avérés en tout cas, se développe, il y a une excroissance mécanique qui se fait, c'est l'opinion. C'est l'opinion. C'est-à-dire qu'on pense, on va chercher dans l'information ou chez l'autre ce qui conforte ce que l'on pense. Et l'on produit soi-même de l'opinion. Et on ne se rend pas compte, mais comme ça, on participe à la création d'une réalité artificielle qui un jour peut tout d'un coup s'effondrer et on va se dire, zut, mais comment c'est possible ça, toutes ces choses que l'on a faites et ça n'a pas donné de résultats? Oui, ça a donné des résultats. Sauf que parce qu'on les regardait d'une certaine façon, parce qu'on les retranscrivait d'une certaine façon, ça a donné un résultat non avéré. On avait une lecture qui n'était pas une lecture objective, réelle, tout simplement, pour ne pas employer de grands mots. Merci, Patrick. Alors, Gunther, j'espère que cette fois, la connexion Oui, ne va pas couper. Je suis désolé. Et je te remercie, Patrick, pour avoir sauvé quand même et rempli cette vide avec ta sagesse. Alors, je reçois un tweet. Quelqu'un me demande, j'aimerais bien déjeuner avec toi pour trouver des solutions pour le Covid. Je dis, mais si je déjeune avec vous, je déjeune avec 12 personnes, pas avec vous seul. Et tout d'un coup, l'un tweet à l'autre, il y a plus de 160 invitations qui sont arrivées pour venir déjeuner en France. 160 invitations pour déjeuner. Pourquoi? Pas pour savourer la bonne cuisine française, pour ensemble dialoguer et trouver des solutions. On m'informe, on va dialoguer
sur les opportunités qu'on trouve, je partage les expériences que nous avons et à la fin de la journée, ce que nous allons faire, c'est un agenda d'action où le démarrage est le lendemain. Parce que si on n'a pas d'initiative qu'on peut reprendre le lendemain, on n'a pas la joie de faire des choses hors du commun. On ne fait pas de planning de quelque chose qui est hors du commun en planifiant pendant des années. Je ne propose pas d'aller à la Lune, hein. Je propose de répondre aux besoins de base de tout le monde. Alors, quel est notre but? On a maintenant accepté 12 centres de rencontres. On démarre à Mayenne. Je vais là où normalement on ne va pas. Je ne commence pas à Paris et je ne termine même pas à Paris. Paris est le centre et le centre ne change pas. Le centre ne change jamais. Mais je veux faire la découverte et nous avons planifié des rencontres avec plus de 1500 personnes, ce qui nous permet d'avoir un aperçu des rêves, des visions, des fantasies, mais on va les tester avec les sciences et la réalité et le réalisme que j'ai en moi comme entrepreneur qui a quand même fait plusieurs initiatives. Et je crois que le plus important, c'est que nous sommes capables de démarrer des initiatives. Avec Idriss Aberkane, parce que Idriss, c'est l'homme qui m'a beaucoup inspiré avec son livre « Libérez votre cerveau ». Eh bien, c'est le moment de libérer le cerveau, hein. Et je ne suis pas là pour convaincre les gens que les sciences sont correctes, parce que quand vous êtes en crise, vous devez être créatif. Et n'oublions pas que dans toute l'histoire, tous les artefacts que nous avons autour de nous furent le résultat d'une fantaisie dans la tête de quelqu'un. Alors, si tout est construit autour de nous en démarrant avec une fantaisie, eh bien, nous avons besoin de cette source inépuisable, c'est la fantaisie des gens. Alors, dialogue, identification des projets déjà réalisés, preuve dans les sciences, mobilisation d'énergie, être humain, esprit et bien entendu les mains, parce qu'il faut faire aussi avec les mains. On ne peut pas éliminer les mains, ce n'est pas seulement que le cerveau. Et grâce à ça, on va avoir je crois, à la fin de notre séjour et notre tour de France, on va avoir plus de 100 initiatives qui, pour moi, sont très représentatives pour cette super France que vous avez. La France est extraordinaire. Il ne faut pas la laisser aux politiques. Il faut la prendre en main. Il faut la soigner. Il faut la caresser. Il faut la chatouiller. Il faut la défier. Et c'est grâce à cette action que nous attendons que pour fin septembre, on aura un livre prêt, Idriss Aberkane et moi, qui sera intitulé La super France, de la fantaisie à la réalité de la nouvelle société. Pour moi, c'est une grande opportunité. Je suis très content et je suis très reconnaissant de cette spontanéité des Français qui m'ont invité. Il y a parmi les invitations des jeunes de 14 ans, il y a des élèves qui ne peuvent pas faire leur bac, il y a des gens qui sont des chômeurs, mais il y a aussi des grands financiers, des entrepreneurs, des hommes politiques, des députés. C'est-à-dire que la France a réagi. Et je crois que c'est ça ce qui est le plus important. Il y a l'énergie positive et alors il faut qu'on le prenne. Et si moi, petit détail, si je parle de 100 projets, le projet des champignons est un projet. Hein. Aujourd'hui, on a déjà 5000 fermes de champignons qui poussent sur le marc café dans le monde. Et quand on me dit Günther, quel succès, je dis non. Il y a de l'espace pour au moins 1 million d'initiatives de ce type-là. Alors, la mobilisation des gens, de la participation et faire l'appel à ceux qui sont dans la périphérie pour changer. Et une fois que la périphérie est changée, je vous assure, le centre, Paris, va changer aussi. Merci beaucoup, Günther. Est-ce que vous pouvez nous donner une initiative low-tech? Et low-tech, vous en avez parlé. Vous avez parlé des champignons, vous avez parlé des microalgues, etc. Est-ce que vous avez aussi des initiatives qui sont plus high-tech,
qui ont vraiment un impact au niveau des territoires. Et je peux passer du low-tech, du low-touch à du high-tech et du high-touch, c'est-à-dire on a toujours des portefeuilles de tout. Mais n'oublions pas que la connaissance est très importante. Et la connaissance devient de plus en plus grande et plus importante quand on le partage. Pour moi, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on a besoin des journalistes. C'est pour ça qu'on a besoin des informations. Parce qu'il faut partager les bonnes nouvelles. Mais pas seulement la bonne nouvelle pour ne pas se limiter à l'anecdote. Il faut avoir le processus de la réalisation des projets. Un projet un peu plus high-tech, si tu veux, que j'aimerais bien évoquer, c'est l'hôpital de Perpignan. L'hôpital de Perpignan, où, bien entendu, comme dans tous les hôpitaux, on utilise le Internet of Things, le IoT. Et tout d'un coup, on constate qu'on dépasse les normes imposées par l'Organisation mondiale de santé en densité de radio-ondes. Eh bien, même si le technicien ne connaissait pas du tout l'envergure et l'opportunité de l'EFI, sa priorité est la santé de tout le monde qui passe par l'hôpital. C'est évident que dans l'hôpital, on va faire prévaloir la santé. Et lui, il a fait changer tous les systèmes de communication au sein de l'hôpital afin d'être le premier hôpital du monde entier qui est équipé avec l'IFI. Alors, combien de solutions pourrait-on faire? Quel est l'effet multiplicateur? Eh bien, il faut passer à un nouveau logiciel. Il faut avoir un autre système de serveurs à l'intérieur de l'hôpital. On garde ces données. On va avoir une autre relation entre médecins et la pharmacie. Et tout d'un coup, on constate qu'en changeant la plateforme de radio-ondes en LiFi, on change la plateforme des opportunités des négoces. Tout d'un coup, on change l'opportunité de créer des nouvelles entreprises. Et c'est là, en observant la réalité autour de nous, qu'on s'imagine d'autres solutions. Alors, quelle était une des choses qu'on a observées? Comme la connectivité de l'Internet était si bonne, mieux que la connectivité traditionnelle dans un hôpital, les jeunes s'y sont mis pour devenir gamers à l'hôpital. Alors tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'avoir le LiFi est extraordinaire pour les gamers. Eh bien, moi, je propose que dans chaque ville française que nous visitons, on va faire un centre des gamers. Mais on va faire un centre des gamers avec la nouvelle technologie. Et on va immédiatement y insérer la nouvelle technologie de l'écran en 3 dimensions avec plus de 100 millions de pixels. Ça vous donne un espace de lumière qui vous permet de travailler en 3D. Alors, vous croyez que nous n'aurions pas tous les gamers de la ville qui seront prêts de se mettre dans cet endroit? Et alors, on va mobiliser les gamers pour qu'on nous aide à développer toute cette connaissance en 3D, en 3 dimensions, qu'aujourd'hui est réservée pour les ingénieurs. Je crois que ce que je souhaite vous raconter est qu'une fois qu'on commence à gratter, à innover, à faire réaliser des choses, eh bien, vous créez un espace d'innovation communale où la base prenne l'initiative et ne sont pas les grands ingénieurs à Paris. C'est-à-dire que pour moi, les gamers et même les hackers sont mes meilleurs partenaires pour un renouvellement de l'économie locale. Et je crois que c'est surtout là où il faut trouver des jeunes qui disent « Mais moi, je suis gamer et je m'intéresse beaucoup à ça, mais j'aimerais bien partager cette grande opportunité. » Et alors maintenant, je les mets en parenthèse, d'économiser l'énergie. Parce que comment fut financé le projet à Perpignan? À l'époque, les hôpitaux, et aujourd'hui les hôpitaux, n'ont pas de budget pour des grandes innovations. Mais grâce au fait que le LiFi économise 80% de l'énergie, on avait le budget pour financer l'infrastructure. Alors, en parenthèse, on économise l'énergie, on réduit l'effet de gaz de serre. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Et on augmente la connectivité et on élimine les radio-ondes. Je suis
toujours là pour vous dire que je ne suis pas contre quelque chose. Je suis en faveur, ce que aussi Patrick a évoqué au début, je suis en faveur de faire mieux. C'est-à-dire notre société n'est pas pour être divisée entre pour et contre, n'est pas divisée pour trouver le responsable du drame. Nous devons nous réunir pour ensemble trouver les grandes solutions qui nous proposent quand même l'opportunité de faire mieux pour tous et d'avoir une société avec une résilience qu'on n'a plus connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ton micro. Alors, je disais que pour que ces solutions prennent forme et prennent vie, on a besoin des jeunes, on a surtout besoin de les inspirer. Et vous deux, vous êtes des exemples d'inspiration. Alors, ma question, c'est à quand une école du maquis pour apprendre par l'expérience, par essai-erreur, pour vraiment libérer la créativité des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de libérer cette créativité qui est enfermée dans les diplômes, enfermée dans le carcan de la carrière, du fait qu'il faut valoir son image pendant 10 ans pour grader, etc., etc., etc. Donc, la question, elle est adressée à vous deux. mais il faut avant tout arrêter la chasse au diplôme. Il faut arrêter la chasse au diplôme. Les pauvres jeunes ont été entraînés pour faire la chasse au diplôme. Avant tout, arrêtons la chasse au diplôme. 2, mettons les gens, surtout les jeunes, au boulot afin qu'on s'imagine comment on fasse ensemble. Quand même, le thème pour nous, c'est comment vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ce n'est pas vivre à côté, c'est faire ensemble. Et cette opportunité de faire ensemble, c'est là où je trouve la grande opportunité de ce Tour de France qui me permet de faire ensemble. On fait ensemble l'imaginatif pour avoir un agenda pour le futur, avec des actions dans l'immédiat qu'on ne fait pas seul, comme a évoqué Patrick. On ne fait jamais quelque chose seul. On fait toujours en équipe. Si vous faites seul, vous faites rien. Et en plus, si vous le faites en équipe, vous devez un surfer sur les vagues, parce que il y a quand même une grande intelligence dans la société. Il y a une sagesse et une intelligence. Et quand vous êtes avec des gens le plus différents possible, c'est-à-dire que pour moi, ça m'a plu autant de voir qu'il y a des jeunes de 14, des jeunes qui ont perdu leur bac, des chômeurs, des politiciens, même des notaires. Les bourgeois sont inscrits dans ce programme. Et je crois que c'est ça ce qui est beau. Et ça, c'est français. Parce que les Français, je me rappelle très bien, lors de la Coupe mondiale, au début en France, tout le monde était en grève, et à la fin, quand la France a gagné, tout le monde était pour la France. C'est-à-dire que vous avez la force de vous rassembler autour des gros projets. Et le gros projet, c'est effectivement transformer la France vers la super France. Patrick? Moi, je veux bien raconter une petite histoire. Pour terminer, mais je ne veux pas être trop long parce qu'on arrive à la fin, je crois, Nasser. On va se donner quand même un petit temps supplémentaire vu qu'on a commencé en retard, il y a eu des soucis techniques, on va se donner un petit quart d'heure, 20 minutes de plus. Alors, moi, je veux témoigner d'une expérience que nous menons, que l'agence Candindi développe à Kinshasa. J'explique. La coopération suédoise a donné un budget à cette agence éditoriale qui est positionnée sur la RSE, etc. A donné un budget jusqu'en octobre 2021 pour développer une information indépendante pour une quarantaine de radios rurales de la République démocratique du Congo. Et il y a des thèmes qu'il faut aborder, c'est la bonne gouvernance, c'est les droits humains, les violences sexuelles, le bien-être, etc. Et donc, pour faire ça, on a monté un triptyque, un feuilleton, des magazines et une émission d'antenne ouverte. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a démarré à partir de l'imaginaire, le feuilleton.
Et ce feuilleton a été créé par un jeune humoriste congolais qui a 25 ans. Les voix du feuilleton sont des jeunes qui n'ont pas 25 ans. Et ce feuilleton met en scène, dans un bar, dans le contexte, tout ça, un personnage principal, autour d'un personnage principal qui est une jeune fille, une transformation de la société, surtout des comportements. Chaque épisode du feuilleton est objet d'un reportage. Là, on est sur le terrain, d'un reportage, d'un magazine de 26 minutes qui inclut 2 reportages dans des situations en rapport avec les thématiques du feuilleton. Premier reportage, ce qui ne va pas. Deuxième reportage, les expériences qui répondent à ce qui ne va pas. Donc, ça se fait, chaque semaine, il y a une diffusion, les reportages en miroir, c'est un effet miroir. Et ensuite, il y a une émission feedback d'antenne ouverte pour que les gens puissent s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, etc. Et nous avons confié aux animateurs de ces radios une grille de questions, ils piochent dedans, qui inclut la notion de résultat et d'impact. C'est-à-dire, l'idée, c'est de susciter de l'action de la société civile. Et en RDC, parce que c'est sans doute un pays jeune, les gens sont très prompts à passer à l'action. Et donc, nous allons pouvoir, comme ça, identifier un certain nombre d'actions qui trouveront racine première dans l'imaginaire, les feuilletons, corps de réalité dans les reportages, les situations que j'ai dites, et on verra ce que donnent ces expériences citoyennes qui seront évaluées ensuite par les radios rurales, qui reviendront 6 mois après pour dire si elles existent toujours, si elles ont donné lieu à un résultat, lequel, positif, négatif, pas du tout, etc. etc. Voilà, je dis avec beaucoup de plaisir, je raconte avec beaucoup de plaisir cette expérience qui n'en est qu'à ses débuts et dans lequel on fonde beaucoup d'espoirs éditoriaux. Voilà, je dis ça parce qu'il faut trouver des formules aussi qui sont des formules comment je vais dire, j'ai employé un gros mot, de management un peu de la société et aussi d'accompagnement de la société civile dans ses actions qu'elle a de mieux-être, voilà, vers le mieux. D'accord. Bon, alors maintenant, on va prendre les questions des publics. Donc, on a une question qui est concrètement à notre échelle de citoyens, quels sont les outils qui peuvent nous aider à aller vers un changement? Comment pouvons-nous influencer les gouvernements pour choisir la voie de la paix et de la réconciliation? Il faut que je réponde? Oui, oui, oui. Bon. Moi, je ne crois pas à l'affrontement frontal avec les pouvoirs. Je crois à ce que Gunther a dit concernant son action par la périphérie. Je crois vraiment à ça. Aujourd'hui, la périphérie des pouvoirs, ce sont les sociétés civiles. Eh bien, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Donc, il faut que nous nous y mettions si nous ne nous y sommes pas encore mis. Il faut que chacun d'entre nous, nous trouvions des voies d'action qui nous correspondent. Moi, j'ai exprimé celles qui me semblent importantes et que nous devons partager. Gunther conduit la sienne, qui est capitale dans notre monde qui s'est donné à la rentabilité, au profit, à la vénalité, à tout ce que vous voulez. C'est une action incroyablement subversive et positive que d'aller dans le monde économique tel qu'il est pour y injecter des éléments très différenciants et préfigurateurs de notre monde. Et je crois que je suis convaincu que c'est à chacun d'entre nous, non pas isolément, ça fait appel aussi à notre capacité d'union et de réunion d'abord et d'union, c'est à nous de développer les choses. Je reprends volontiers ce qu'a dit Gunther, les responsables politiques censés nous diriger, nous gouverner, surtout nous gouverner, les élites censées nous gouverner, la plupart du temps, ne font qu'institutionnaliser, que normaliser ce que les populations ont installé, ont créé, développé et installé. Voilà. Il ne faut pas minimiser le rôle de l'État, par exemple. Le rôle de l'État, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une situation assez embêtante que nous vivons. Pas minimiser le rôle de l'État parce que l'État, avec ses moyens, peut faire un saut quantitatif, un saut vers la grande échelle à une expérience qui a apporté des résultats. C'est pour ça que j'insiste tant dans le champ de l'information pour la nécessité de donner la méthode, les objectifs, les résultats
et la mesure d'impact, parce que c'est à partir de là que l'on connaît le monde réel, et c'est pas simplement du récit. Je dis ça parce que j'ai un ami qui m'a écrit pendant que nous parlions, et m'a dit, mais pourquoi tu es contre la narration? Je suis pas contre la narration, je dis simplement que la narration ne suffit pas à la transformation. Elle ne suffit pas à la transformation. Nous le voyons bien. Nous sommes dans des sociétés terriblement émotionnelles. Une bonne narration, quelle que soit sa forme, écrite, audio, télévisuelle, elle produit un pic émotionnel. Qu'en reste-t-il derrière? Souvent très peu de choses. Donc il nous faut quelque chose qui soit beaucoup plus charpenté. Donc il nous faut ces actions-là, il faut que nous nous y mettions et que nous soyons aussi capables de nous réunir très très concrètement. J'ai évoqué le terme le concept de lobby citoyen pour dire ce que nous voulons faire avec information pour le monde suivant. Nous ne sommes pas dans une prise de pouvoir, nous sommes dans une fédération de toutes ces actions, justement pour donner du volume, pour donner de la valeur. Nous verrons. Allons-y, tous ensemble. Il n'y a aucun risque. De terminer cet entretien par un mot de la fin. Gunther, malheureusement, a dû quitter parce qu'il a un impératif. Donc, si tu as un mot de la conclusion, la parole est à toi pour terminer cet entretien. Écoutez, moi, j'espère qu'il n'y a pas de conclusion, c'est provisoire. Moi, je veux dire mon extrême plaisir et satisfaction à partager avec vous. Je crois qu'il ne faut plus que nous ayons honte de rêver. Mais il faut que nous rentrions dans la famille des rêveurs agissants. Voilà. Nous sommes des rêveurs agissants, et en tout cas, il faut que nous le devenions. Et je crois qu'à compter de ce moment-là, où nous serons capables de donner un corps d'action à nos rêves, eh bien, il n'y a aucune raison que nos rêves ne prennent pas une réalité, ne se réalisent pas. Voilà, c'est une conviction personnelle qui demande de l'effort, j'en conviens, qui n'est pas assurée des résultats que parfois on espère, mais c'est la seule voie, c'est une voie de construction de notre humanité. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, je souhaite à tout le monde de devenir un rêveur ou une rêveuse agissante. Un très grand merci, Patrick, pour tout ce que tu as pu partager avec nous. Et je te souhaite vraiment un bon vent avec ce nouveau projet que tu mènes pour le mouvement de l'information pour le monde suivant, parce que vraiment, je me suis penché dessus et j'ai vu qu'il y a vraiment un espoir. Il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de très concret au niveau de comment la société civile peut se saisir de l'enjeu de l'information, et si ça peut s'étendre à une grande échelle, je pense que ça peut faire du bien à énormément de monde. Donc, je te souhaite tous les succès dans la suite de tes aventures. Et puis, on reste en contact, bien sûr. On n'a pas fini de nous rassembler. Le vivre ensemble n'a pas fini de nous rassembler. C'est une action collective. Effectivement. Alors, moi, je souhaite une très belle soirée à tous les participants qui ont pris la peine d'assister avec nous. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Une excellente soirée internationale du vivre ensemble en paix. Prenez soin de vous, de vos familles, et à très très vite, Inch'Allah. Merci à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.